Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Nun Amud Bet Goufa. On reprend une halakha qu'on avait vue précédemment. Amar Rav disait En Mchazekin Ben Yirse Eshetish. On ne peut pas faire chazaka, un étranger ne peut pas faire chazaka avec les biens d'une femme qui est mariée. Mais face à lui, V'dayena Gola, les Dayanim, les juges de la galoute, ici on parle de Shmuel et de son Beddin, Amrou, Machazekin, on peut faire chazaka sur les biens d'une femme. Donc en gros, est-ce qu'une femme qui est mariée et dont le mari utilise ses biens, est-ce qu'elle doit contester si quelqu'un utilise à la place de son mari ses biens ou pas? Selon Rav, il n'y a pas besoin. Selon Shmuel, il y a besoin. Donc du coup, en fonction de ça, la chazaka fonctionne ou pas. Une fois que Rav a dit que on ne fait pas chazaka dans les biens d'une femme mariée, il vient et dit Amarav alacha kedaina gola. La halacha est comme les juges de l'exil. Alors on lui a répondu à Amroulé, Rav Kana vers Ravasi les Rav, ils lui ont dit Adarbe ma mishmate, dis-moi, est-ce que tu es revenu sur ton enseignement? Puisque toi tu avais dit quelque chose, les Dainagol avaient dit autre chose, après tu dis que la halacha est comme les autres. Réponse à Malé, il leur a dit non, Mistabra Amri, ce que j'ai dit, qu'est des Rav Yosef, c'est la situation de Rav Yosef qu'on avait vu à la fin du Daf d'hier, où c'est un cas particulier. C'était un cas où en fait la femme était mariée, du vivant du mari, un étranger a fait chazaka pendant on va dire 1 an, et après le mari meurt, et pendant 3 ans il fait chazaka, mais 3 ans donc après la mort, 3 ans où la femme est propriétaire, et là à ce moment-là il peut dire, comme je pourrais vous dire que je l'ai acheté il y a 3 ans à la femme, croyez-moi quand je dis que je l'ai acheté il y a 4 ans au mari qu'il avait acheté lui-même à la femme. Ici petit anachronisme, Rav Yosef est venu bien après Rav, donc quand Rav dit comme l'histoire de Rav Yosef, il a dit comme le cas que nous on connaît de Rav Yosef, c'est la Gemara qui a fait une contraction comme dit Rajbam et qui a appelé ça le cas de Rav Yosef, mais c'est pas lui-même qui a pu dire ces mots-là puisque Rav est bien antérieur à Rav Yosef. On reprend la Mishnah qui veut dire que Velo leisha benirse ba'ala, de la même manière qu'un homme n'a pas de chazaka avec sa femme, une femme n'a pas de chazaka par rapport au bien de son mari. Donc si un mari a un terrain, que la femme profite de l'usufruit du terrain pendant 3 ans, elle ne peut pas au bout de 3 ans dire voilà, c'est bien la preuve que je l'ai acheté à mon mari, puisque ça fait 3 ans qu'il ne dit rien. La Gemara dit pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce que la situation entre un homme et une femme fait que la femme a le droit de profiter des biens de son mari, puisque le mari a l'obligation de la nourrir. Kevin la maisonnée, puisqu'elle a le droit d'être nourrie par son mari, et souvent, la manière qu'il a de la nourrir, c'est de lui laisser un terrain, 2 terrains, dont l'usufruit lui revient. Maisonnée au décart là, donc en fait, quand elle consomme les biens, le profit d'un terrain, c'est normal qu'il n'y ait pas de chazaka. La grande dans l'eau, non, je vais te dire, c'est quoi le chidouche? C'est un cas des yiched la ar'a chariti limzona. C'est un cas où il a déjà désigné un terrain. Il y a un terrain qui officiellement est là pour lui donner régulièrement chaque mois ce qu'on appelle chiyuv mezonot, l'obligation qu'il a de la nourrir. Maintenant, la chidouche, c'est que quand elle utilise pendant plus de 3 ans un autre terrain que l'on sait officiellement ne pas être le terrain qui est meyuchad, qui est désigné comme mezonot, même dans ce cas-là, il n'y a pas de chazaka parce qu'on part du principe qu'un homme laisse sa femme consommer ce qui lui appartient et qui n'est pas makpid, et donc c'est normal qu'il ne conteste pas pendant 3 ans. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on fait une déduction de la Mishnah qui est similaire à la déduction d'hier. À chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas de chazaka, c'est-à-dire, chazaka, c'est une manière de prouver sa propriété autrement que par un document. Si on dit qu'il n'y a pas de chazaka, ça veut dire qu'un document, oui, marcherait. Har et ayayesh, si on dit que la femme n'a pas de chazaka par rapport au mari, vis-à-vis du mari, ça veut dire qu'elle peut par contre apporter une preuve, un document, comme quoi elle a acheté. Et la Gemara ici propose les malegalou yezuzé ou des bae. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre, et ça va être le sujet d'une marloquette un peu plus tard dans le DAF, est-ce qu'on ne devrait pas craindre que le mari a vendu en fait le terrain, non pas parce qu'il voulait réellement le vendre, mais parce qu'il voulait voir si la femme n'avait pas de l'argent caché. On verra pour la femme ou pour parfois le cas d'un serviteur, il y a des personnes qui ont l'obligation de reverser tous leurs gains à un homme, le maître quand c'est un serviteur, le mari pour une femme, puisque comme lui la nourrit, en contrepartie les sages ont demandé à ce qu'elle lui reverse tous les revenus. Et on pourrait craindre que le mari, justement, soupçonnant sa femme de cacher des revenus, lui fasse croire qu'il lui vend un terrain, pour en fait qu'elle ressorte à la surface, un argent qu'elle n'est pas censée avoir, et lui en fait il a pris l'argent parce qu'il pense que c'est à lui, mais le terrain il n'a jamais réellement voulu le lui faire acquérir. Shmart mina, de là tu déduis notre Mishnah, que celui qui vend un terrain à sa femme, kanta, l'acquisition est bonne, velo amrinan, et on ne dit pas, les galouilles zuzé ou des bails, on ne dit pas qu'un homme ne vend un terrain à sa femme que pour faire connaître finalement l'existence d'argent caché. Puisque dans notre Mishnah on dit que la femme
ne peut pas prouver son appartenance avec une chazaka, ça veut dire qu'elle pourrait le faire avec un document. Si elle peut le faire avec un document, ça veut dire qu'une femme peut acheter à son mari. Si elle peut acheter à son mari, ça veut dire qu'on estime que lorsqu'il y a une vente d'un terrain du mari vers la femme, on n'estime pas que le mari ne fait ça que pour trouver de l'argent caché. La Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Lo ema hare ayayesh beshtar matana. Quand dans la Mishnah on dit qu'il n'y a pas de chazaka, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prouver son appartenance avec une chazaka, mais avec un document elle peut. Mais quel document? Nous on a imaginé un document de vente, mais peut-être qu'ici c'est pas un document de vente, c'est un document de matana, de don. Et donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'une femme ne peut pas prouver son appartenance grâce à une chazaka, mais avec un document qui atteste que le mari a donné à sa femme, c'est bon. Et quand le mari donne à sa femme, il n'y a pas de raison d'imaginer que le mari ne veut pas réellement donner, mais qu'il veut révéler l'existence d'argent caché, puisque c'est un don. Donc par définition, il n'y a pas de contrepartie financière. On revient justement, et par rapport à ce sujet, Rav Nachman dit à Ravuna, Marlé, Rav Nachman et Ravuna, Lo avamar gaban beurta betrouma. Tu n'étais pas avec nous hier, betrouma. Le troum, c'est le Beth Midrash ici, nous dit Rashbam. À l'époque, il mettait le Beth Midrash à la fin du troum. Le troum, c'est dernier endroit auquel on peut accéder à pied pendant Shabbat. Et comme on voulait que les gens puissent venir de loin, on mettait les Beth Midrashot au bout de la ville, au bout du troum, au bout de ces 2000 amot, de ce kilomètre, de telle sorte à ce que, éventuellement, si on cumule tout cela, les gens puissent passer d'une ville, d'un Beth Midrash à l'autre. Alors il lui a dit, dommage que tu n'étais pas là hier au Beth Midrash. Jamrinan mile me'aliata, on a dit des choses extraordinaires. Amarle répond de Ravuna, maï mile me'aliata amritu. Allez, dis-moi quelles sont les choses extraordinaires que vous avez citées. Alors réponse à ce moment-là, mon frère, ça d'aller ishto kanta velo amrinan, les galouillés sous ou des bails. Un homme qui vend un terrain à sa femme, l'acquisition est bonne et on ne dit pas qu'il cherche à révéler l'existence d'un argent caché. Amalé, Ravuna a dit finalement, j'ai pas raté grand chose, pshita, c'était évident. Dal zouze meacha, vetikne beshtara. Pourquoi? Parce que dans cette vente ici dont tu parles, il y a un document puisque la femme apporte une preuve. La preuve qu'elle a, c'est le document. Viens lui dire à ce moment-là, Ravuna, mais quoi qu'il arrive, comme il y a de l'argent mais il y a un document, le document en lui-même peut servir de mode d'acquisition. Donc finalement, que l'argent lui-même soit annulé, que tu dises que le don d'argent ne vaut rien, parce que on estime que le mari finalement ne veut pas forcément prendre cet argent en tant que vente, mais il veut récupérer un argent qu'il estime être le sien, mais quoi qu'il arrive, un document sert d'acquisition. Milotnan, il n'y a pas une Misha qui dit Nechassim, sheyesh lem achariot, les Nechassim qui ont achariot, donc c'est les terrains, Niknin sont acquis, Bekesef avec de l'argent, ou Beshtar avec un document, ou Bechazaka, ou avec Chazaka. Donc du coup, la réponse ici de Ravuna, elle dit mais écoute, c'est évident que lorsque une femme vient avec un document comme quoi elle a acheté un terrain, c'est évident que la vente est bonne. Pourquoi? Parce que quelle que soit la valeur du don d'argent qu'il y a eu en contrepartie, que tu estimes que le don d'argent a été pour la vente, parce que le mari ne cherche pas à révéler de l'argent caché, ou que tu estimes qu'il cherche à révéler de l'argent caché, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a un document, le document lui-même, la remise, l'écriture d'un document, fait office de transfert de propriété tout seul. Et donc c'est évident qu'une femme qui vient avec un document acquiert, donc s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, Rav Nachman lui dit non, c'est pas évident. Amarlé, mais la vitmar ala, mais dis-moi, attends, par rapport à cela, Amar Shmuel a déjà dit, Loshanu ela bishtar matana. Quand est-ce qu'on a dit que ça fonctionne? Bishtar matana, lorsque c'est un document de don, aval bishtar mecher, mais si le document atteste d'une vente, lokana iten damea, ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas de l'argent. Alors selon le RAN, selon beaucoup de commentaires ici, on est en train de dire que même si on peut acheter un terrain avec un shtar, lorsque le document mentionne une contrepartie financière, la contrepartie financière est une condition nécessaire à la validité de la vente, et donc on ne peut pas dire, bon, même si l'argent n'a pas été donné, le shtar a fait acquisition. Le shtar fait acquisition, c'est vrai, c'est lui qui fera acquisition, mais à la condition que l'argent soit reversé. Alors la Gemara dit, mais attends, mais ce même Shmuel là-bas dans Kilushin, on lui a objecté. Velav motive Rav Amnuna lui a objecté en lui disant, Beshtar Ketsad. Il y a une braïta qui dit comment ça fonctionne une acquisition avec un document. Katavlo ala ni'ar, ou ala cheres, ou afalpish enbo shaipruta, celui qui écrit sur un parchemin, sur du cheres, sur de l'argile, même si le support n'a pas une valeur d'une pruta, donc n'a pas la valeur de kesef, de l'argent, et il écrit Sadé mechora alach, mon terrain t'est vendu, Sadi netun alach, mon terrain t'est donné, Arezo mechora, untuna, à ce moment-là, le terrain est vendu ou donné. Et on a l'impression ici que même s'il n'y a pas de contrepartie financière, le don évidemment est bon, mais surtout la vente est bonne. Réponse
de la Gemara. Vela vous motive là, vehu mefarek là. Mais tu sais, Rav Hamnouna qui a apporté la couchée là-bas sur Shmuel, il m'a répondu, Bemocher sadehu mipne ra'ata. Là-bas, c'est quelqu'un qui vend un terrain parce que le terrain est mauvais, le terrain lui coûte trop cher, le terrain est trop compliqué à entretenir. Donc là-bas, on peut estimer que la vente est bonne, même si la contrepartie financière n'est pas immédiate, un peu comme la cession d'un terrain pour 1 euro symbolique chez nous. C'est une manière finalement de dire que dans ce cas-là uniquement, la vente peut être bonne, même s'il n'y a pas d'argent. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas de vente qui est bonne avec un shtar, sauf si justement il y a la contrepartie qui est donnée, et donc c'est la raison pour laquelle finalement Rav Nachman explique que c'était pas si évident, et donc du coup c'est la raison pour laquelle il y avait une halakha qui est intéressante de dire qu'au Beit Midrash on a dit que lorsque un homme vend à sa femme, c'est intéressant de comprendre que l'argent qui est nécessaire ici, l'argent on estime qu'il est vraiment pour la vente et que c'est pas un simulacre que le mari fait pour finalement retrouver l'argent qu'il estime être le sien. Par rapport justement à ce Shmuel dans la Gemara dans Kiddushin, là-bas on rapporte la réponse de Ravashi. Ravashi a donné une autre réponse à cette kushia. Il faut savoir que là aussi, il ne faut pas croire que c'est Rav Nachman qui l'a rapporté, parce que sinon on est dans un anachronisme, parce que Ravashi fait partie des derniers Tanaïm, Amoraïm. Mais Ravashi Amar, Vematana, Bikesh, Litenalo. Pourquoi parfois ça marche lorsqu'il a écrit que je te le vends, mais qu'il n'y a pas eu de don d'argent? Parce qu'en fait, dans le fond, la personne veut donner, c'est une logique qu'on verra plus tard. Mais la Makatablo Belachon Meche, pourquoi il écrit une vente? Kedeleyapot Kocho, pour lui donner plus de force. Quelqu'un qui donne un terrain, il n'est pas engagé à lui rembourser si le terrain est repris par des créanciers dans le futur, comme on a vu à plusieurs reprises. Si par contre je le vends, je vends un kachariout. Et parfois quelqu'un qui veut donner un terrain, mais qui veut donner à celui qui reçoit et veut lui donner toutes les garanties d'une vente, il lui dit je te le vends, mais dans le fond, il ne demande pas d'argent. Ça, c'est la souga de Rav Nachman. On objecte toujours sur le principe qu'on a dit, que on ne peut pas, lorsque quelqu'un vend un terrain, il ne peut pas dire, voilà, le mari, non, en fait, finalement, je voulais pas le vendre, et l'argent, je voulais simplement révéler l'argent caché de ma femme, mais il en objecte. La va mina eved, celui qui emprunte à son serviteur. Veshihero, et après, il le libère. Mina isha, il emprunte à sa femme, le gersha, et il la divorce. En lahem alav klum, le serviteur et la femme ne peuvent pas réclamer l'argent qu'ils ont prêté, respectivement au maître et à la femme. Alors, il ne faut pas s'étonner de ce que très souvent dans ces cas-là, on met sur le même plan le serviteur et la femme. C'est pas évidemment une comparaison sur le rapport qu'ils ont avec leur maître, simplement sur un fait, c'est que tout ce qu'ils gagnent pendant ce contrat-là, tout ce qu'ils gagnent revient à la personne. Et donc c'est pour ça qu'on les met sur le même plan, ni plus ni moins. Maïta Ama, la Mishum Damrinan, les Galo Yezouze, vous débarrez, comment expliquer qu'un prêt qui était contracté au moment où le serviteur travaillait, au moment où la femme était mariée, comment se fait-il que ce prêt-là soit nul puisqu'il a été contracté avec un document? La Gemara dit, tu es obligé de dire que c'est parce qu'on part du principe que lorsqu'un homme demande à sa femme ou à son serviteur de lui prêter l'argent, dans le fond, il ne veut pas emprunter, il estime que l'argent que cette personne a, c'est un argent qui lui est dû, puisque normalement ce sont ses revenus, ainsi de suite. Et donc du coup, tu vois bien que cette logique existe. La Gemara répond et dit c'est vrai. Mais là-bas, c'est la situation qui nous pousse à penser ainsi. Pourquoi? Shaneatam, là-bas c'est spécial. On a une présomption qu'un homme ne veut pas emprunter à sa femme ou ne veut pas emprunter à son serviteur. Un homme ne veut pas devenir Eved Lové le Ishmalvé, un serviteur qui emprunte. Là-bas, c'est un pasouk dans Mishlei qui parle à Rachir, Berachim Mimshol, que le riche domine les pauvres, Eved Lové le Ishmalvé, et que celui qui emprunte est serviteur. Et comme ici, c'est lui normalement qui a un rapport financier de supériorité par rapport à ces personnes-là, il ne veut pas, on part du principe qu'un homme ne veut pas devenir emprunteur et endetté vis-à-vis, donc esclave, Eved, de quelqu'un qui normalement au niveau financier, au contraire, est son inférieur. Et donc c'est pour ça que là-bas on imagine que c'est un stratagème. Mais par ailleurs dans une vente, on n'est pas obligé de le dire, donc c'est comme ça qu'on continue de penser ainsi. Shalach Ravuna bar Avin, on a une halakha qui est envoyée par Ravuna bar Avin au Beit Midrash. Amocher sadeh l'ishto kanta, celui qui vend un terrain à sa femme, l'acquisition est bonne. Donc c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on estime que la personne ne voulait pas révéler un argent caché. Ou ba'al ochel perot. Et comme on tourne la page, nous namoudbet, ou ba'al ochel perot, mais le mari continue de consommer l'usufruit du bien comme n'importe quel bien qui appartient à la femme. Le bien lui appartenait à lui, il l'a cédé, mais comme n'importe quel bien de la femme, il utilise l'usufruit. Baram, cependant,
Rabbi Abba et Rabbi Abaou, Kol Gedolé Ador, et tous les Gedolé Ador, et Rabbi Abba et Rabbi Abaou ont dit que Bematana Bikesh Litenola, qu'en fait, lorsqu'un homme vend à sa femme, dans le fond, il ne veut pas lui vendre, il veut le lui donner. Et pourquoi il a écrit sous forme de vente? Kedele Yapot et Kocha, pour encore une fois lui donner une plus grande assurance. Quelqu'un qui achète un terrain a plus d'assurance si le terrain est saisi par des créanciers. Et donc c'est pour ça qu'il lui a vendu officiellement. Dans le fond, il veut lui donner. Qu'est-ce que ça change? Comme on verra par la suite. Lorsque le terrain est donné par un mari à sa femme, on estime que comme c'est un don, il est généreux. Et comme il est généreux, on part du principe qu'il lui fait cadeau non seulement du terrain, mais il lui fait cadeau également de l'usufruit. Et donc là où en général les biens de la femme sont sa propriété, mais que l'usufruit revient au mari, lorsqu'il lui donne un terrain, on imagine que dans le fond il veut lui apporter, il veut lui donner de quoi justement vivre bien, et donc il n'aurait pas les pérotes. Et c'est ça du coup la marque entre ici Ravuna Baravin et les Gdolé Ador et Rabbi Abba Rabbi Abaou. C'est est-ce que finalement lorsqu'un homme vend un terrain à sa femme, est-ce que ça reste une vraie vente et donc il n'y a que le capital qui est cédé, ou est-ce que finalement c'est un don déguisé en vente, et à ce moment-là il perd tout, même l'usufruit. Justement maintenant on va objecter à ça. Metiv et lava mina eved shichero mina isha vegersha en laem alaf klum. On a objecté finalement la même chose qu'on a objecté à Rav Nachman, sauf que là comme on rapporte ce qui s'est passé au Beit Midrash, on nous rapporte que la même braïta a été rapportée en lui disant mais là tu vois bien que lorsque un homme emprunte un serviteur ou à sa femme, on dit que le prêt est nul. Pourquoi? Parce qu'on estime que la personne cherchait à révéler de l'argent. Maïtama la mishum d'amre les galoïzouze ou debara, n'est-ce pas que là-bas c'est parce qu'on estime que la personne voulait révéler l'existence d'argent caché. L'agma dit shaneatam la c'est spécial delo ishvoye inish avec lovel ishmalve. Même réponse ici donnée par les chachamim là-bas, c'est-à-dire que là-bas c'est la situation qui pousse à montrer qu'un homme ne veut pas devenir dépendant d'une personne qui en général à la base est dépendante de lui financièrement. On va reprendre cette fameuse marloquette. Amarav Amocher, c'est des choses, celui qui vend un terrain à sa femme. Kanta, l'acquisition est bonne. Il va balochel perot, et le propriétaire, le mari continue de profiter de l'usufruit, parce qu'on part du principe qu'il n'a vendu que le capital. Bematana, si par contre il le donne, Kanta, à la fois elle acquiert le terrain, le capital, ve'ena balochel perot, et elle acquiert même l'usufruit, donc le mari n'en profite plus. Rabbi Lazar dit, echadze vechadze, Kanta vena baal, ochel perot, lui pense Rabbi Lazar que quoi qu'il arrive, le mari ne profite pas de l'usufruit parce qu'il estime encore une fois que ce soit officiellement un don ou que ce soit officiellement une vente, même la vente finalement c'est un don déguisé encore une fois, qui est yapot et kocha pour lui donner plus de force dans sa propriété. Avad Rafrizda Ouvda, qui est Rabbi Lazar. Rafrizda a tranché la lacha une fois comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire qu'il a estimé qu'une vente d'un terrain par le mari à sa femme était en fait un don déguisé, et donc il lui a donné toute la force d'un don, c'est-à-dire que l'usufruit revenait à la femme et non pas au mari. Amrolé, Rabban Ogva, vers Rabban Nechemia, ils lui ont dit deux chachamim qui étaient Bene Benate des Rav, les petits-fils de Rav, donc les fils de sa fille. Les Rav Frizda, ils lui ont dit Shavikma Rav Reve Verave Bezoutre. Comment laisses-tu les gens importants pour tenir la lacha comme les gens moins importants? Celui qui est important, c'est Rav, leur grand-père, qui était plus ancien que Rabbi Lazar, qui est cité ici. Amarlehu lui répond, et ben un ami qui Rav Rever Avde, moi en tranchant comme Rabbi Lazar, j'ai aussi tranché comme des gens importants. Pourquoi? Des Chiata Rabin, car quand Rabin est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui était quelqu'un d'équivalent plus ou moins Rav, Echadze vechadze, kanta vena baal ochel perot. Lui-même Rabbi Yochanan a dit comme Rabbi Lazar, que finalement, qu'officiellement ce soit une vente ou un don, on estime que quoi qu'il arrive c'est un don, et donc l'usufruit ne revient pas au mari. Amar Rava, Rava nous dit, Ilcheta, la lacha est quoi? Amocher, sadeleishto, celui qui vend en terrain sa femme, lokanta, il n'y a pas d'acquisition. Abar lochel perot, et le mari consomme l'usufruit. Bematana, si c'est un don, kanta, il y a acquisition. Abar lochel perot, et le mari ne peut pas profiter de l'usufruit. Alors, on va prendre dans le désordre. Bematana, donc au niveau du don, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que non seulement l'acquisition est bonne, mais même l'usufruit donné à la femme. Par contre, le problème, c'est le début. La première halakha, celui qui vend un terrain, on a dit quoi? Lokanta, l'acquisition n'est pas bonne. Si l'acquisition n'est pas bonne, c'est qu'on estime que le mari, en fait, ne voulait pas acquérir le terrain, ne voulait pas vendre le terrain, il voulait simplement révéler l'argent qui était caché. Si c'est cela, la vente n'est pas bonne. Comme la vente n'est pas bonne,
ni le terrain revient à la femme, et encore moins l'usufruit. Le seul problème, c'est qu'on a dit, là, le terrain n'est pas acquis, et l'usufruit revient au mari. Mais le fait de dire que l'usufruit revient au mari, ça sous-entend que le capital est à la femme, sinon ça n'a pas de sens de parler d'usufruit. L'agma dit tarté, mais c'est contradiction, les deux choses. L'agma dit locaché, il n'y a pas de contradiction. Kan bemaot tumunim, ça dépend si on parle d'argent caché. Kan bemaot she'en tumunim. Et une autre fois, c'est dans l'argent qui était connu. Nama Rav Kardi Rav Maot tumunim lo kanta, maot she'en tumunim kanta. Si la femme a acheté le terrain à son mari avec de l'argent qui était connu, révélé sur son compte en banque, à ce moment-là, le kinyan, l'acquisition, est bonne. Si par contre elle l'a acheté avec de l'argent qui est caché, l'acquisition justement n'est pas bonne. Donc très rapidement, on a vu qu'on avait une discussion. Est-ce que lorsqu'un homme vend un terrain à sa femme, on estime que la vente est bonne ou simplement il a voulu révéler de l'argent qui était caché? On a vu que dans le cas où il empruntait de l'argent à sa femme ou à son Eved, on partait du principe qu'il voulait révéler de l'argent caché, puisqu'on part du principe qu'il ne veut pas s'endetter vis-à-vis de ces personnes-là. Pour le cas d'une vente, il y a discussion. Certains disent que la vente est bonne, d'autres disent qu'elle ne l'est pas. Ceux qui disent qu'elle est bonne, il y en a qui disent qu'elle n'est bonne que si l'argent a été révélé et non pas qu'il était caché. Et après, autrement, il y en a qui vont même dire que non seulement elle est bonne, mais on part même du principe que c'est pas une vente, que c'est un don qui est caché. Or, lorsqu'un homme donne un terrain à sa femme, il lui donne à la fois le terrain et à la fois l'usufruit, contrairement à tous les biens qui appartiennent à la femme, qui en général sont des biens dont l'usufruit revient au mari.